Son père et sa mère étaient des analphabètes, de simples citoyens qui vivotaient. Ils s'étaient dépatouillés tant bien que mal pour élever leur enfant. Sa mère, dès ses débuts dans son foyer, tenait un petit commerce de galettes qu'elle confectionnait très tôt tous les matins et dont elle récoltait les bénéfices pour faire bouillir la marmite quotidienne. Ce n'était pas grand-chose, juste quelques miettes de viande dans une sauce qu'accompagnait un bol de riz ou de pâte de maïs. Les études étant gratuites à cette époque, les enfants purent en bénéficier. Conscient de sa condition sociale, il s'était juré de se hisser au-dessus d'elle, vaille que vaille. Pourquoi la société est-elle ainsi conçue? Il y a d'un côté ceux qui ont tous les moyens, ceux qui vivent dans l'opulence, les poultocrates qui ne savent que faire de leur fortune, de l'autre les démunis, malheureusement plus nombreux, une pléiade qui croupit sous la misère, ignore de quoi demain sera pourvu et qui se demande continuellement si le ciel débonnaire leur enverra quelque chose à se mettre sous la dent. Dès le lendemain, Faustin, qui avait décidé de redoubler d'efforts dans sa cour auprès de Céline, se montra plus prévenant, plus présent, plus plaisant à ses petits soins. Il ne manquait pas de téléphoner tous les soirs sous n'importe quel prétexte pour que Céline entende sa voix et vice-versa. Il faut reconnaître qu'il était impressionné par Céline. Faustin parlait avec une voix à la fois douce et mielleuse, attendrissant, tel un bel agneau. Au restaurant U, il se précipitait pour lui payer ses repas, mais Céline, très indépendante et digne, refusait, ne voulant rien lui devoir. Un soir où Faustin se sentait particulièrement téméraire, il tenta un geste attendrissant, s'oubliant presque. Céline le repoussa et lui fit entendre qu'elle ne voulait pas de ça. Faustin dut très vite déchanter. Céline s'était jusqu'à présent montrée plus coriace qu'il ne l'avait pensé. Il n'était pas question qu'il échouât. Ce soir-là, avant veille de Noël, s'avérait un moment propice. Il mit son imagination en marche et trouva. Le lendemain, il alla faire les magasins. Il découvrait pour la première fois les préparatifs de Noël en Europe. Il était émerveillé par tout ce qu'il voyait. Il y avait les luminaires habituels et des guirlandes illuminées dans les rues, des arbres conifères dont des sapins étaient agréablement décorés et éclairés, des grandes affiches du Père Noël avec sa hotte pleine de cadeaux pour faire rêver les enfants. Les rues et les magasins étaient bondés de gens qui se côtoyaient, se bousculaient. Les vitrines avaient chacune leur enluminure dont elles s'enorgueillissaient et qui, tel un aimant, attiraient les clients. Faustin trouvait difficilement son chemin. Tout le monde avait quelque chose à acheter. Les chariots étaient pleins selon les goûts, les besoins des différents clients et les moyens. Les queues devant les caisses enregistreuses étaient interminables. La musique dans les centres commerciaux rendait encore plus sensible cette atmosphère de fête. Les émissions à la télévision contribuaient à maintenir cette ambiance de fête dans les domiciles. Quant à Céline, restée chez elle, nostalgique, elle se demandait ce qu'elle ferait toute seule si loin de son pays. Là-bas, pour le moment, personne n'est jamais seul, abandonné. Il y a toujours quelqu'un pour vous écouter, vous épauler, vous soutenir. Elle était choquée par certains aspects de la vie en Europe. Pourquoi les vieux sont-ils abandonnés par leurs enfants et petits-enfants? La vie dans ces pays industrialisés, dits avancés, est jalonnée de nombreux faits divers. Il n'en manque jamais dans les journaux. Les drames ne se comptent pas. Rien d'étonnant. L'individualisme, cette forme d'égoïsme, y règne au plus haut degré. Chacun pour soi, Dieu pour tous. L'indifférence des uns est si poussée qu'ils deviennent sourds aux extrêmes souffrances des autres. C'est la faute au progrès scientifique. On peut donner la vie à des êtres humains à partir d'une éprouvette et les ordinateurs remplacent des hommes à leur travail. En revanche, ce qu'elle apprécie, ce sont les femmes qui font de plus en plus valoir leurs droits et leur place, prouvent aux hommes qu'elles ont les mêmes capacités intellectuelles qu'eux, sinon davantage. Elles excellent dans toutes les responsabilités qu'on leur confie. L'exemple de la Grande-Bretagne avec la dame surnommée la Dame de Fer la ravit au plus haut degré. Derrière la voix traînante et nonchalante de celle-ci se cache la fermeté et la rigueur. Il existe à travers l'Europe, les États-Unis et l'Asie d'autres femmes pétries de responsabilités qui inspirent entièrement confiance. L'espoir est là,
à la porte de l'Afrique. Un jour viendra où les conditions de vie des femmes, qui demeurent encore précaires et à un état de balbutiement dans nos pays, seront meilleures, surtout celles des femmes des zones rurales. Ces sources de la vie qui peinent pour notre survie quotidienne, ce jour n'est pas loin où elles s'affirmeront. Céline revint de son évasion. Après avoir fredonné quelques chansons de Noël, elle se mit à revivre cette fête chez elle où elle allait avec sa mère quelques jours auparavant acheter quelques petits cadeaux pour ses neveux et nièces. Elles se rendaient ensemble à l'église pour la messe de minuit et chantaient avec joie la naissance de Jésus. Le jour du Nouvel An était une occasion pour retrouver ses oncles et tantes qu'elle aimait bien, en particulier son oncle Auguste, plein de gentillesse et d'amour, qui l'aime beaucoup et qui égayait les moments que sa mère et elle passaient chez lui. Pour Céline, Noël est un temps propice à la réflexion. La vie étant à la fois facile, difficile et fragile, les hommes qui ne sont pas grand-chose sur cette terre ne devraient pas s'entre-déchirer. Ces guerres bêtes et vaines, cet instinct bestial enfoui en eux domine plus souvent, les menant à la dérive. L'homme devrait prendre des résolutions dans le sens de la paix et les respecter. Elle eut l'idée d'occuper son temps libre à faire des magasins, plutôt à admirer les articles. À plusieurs reprises, elle voulut choisir un cadeau pour sa mère et l'une de ses cousines, mais elle dut y renoncer car elle ne savait pas comment ces présents parviendraient au destinataire. Elle ne voulait pas les affranchir non plus. Faustin était émerveillé par la multitude de jouets pour enfants dans les magasins. Il avait également le choix pour le cadeau qu'il offrirait à Céline. Il y en avait pour toutes les bourses. Il finit par lui en choisir un et rentra chez lui aussitôt. Il l'invita pour le lendemain. Il était conscient que l'on n'aime guère être seul les jours de fête. Céline eut quelques instants d'hésitation, puis accepta et l'en remercia. Le lendemain, jour de Noël, ils allèrent assister à la messe de minuit dans la petite chapelle Sainte-Mère de la place Léonard, où Céline avait l'habitude d'aller à la messe. La messe se termina vers 1h15, puis il eut les éternels joyeux Noël du curé, qui avait tenu à serrer la main à toutes ses ouailles. Dans le taxi qui les conduisait au restaurant, Faustin se sentit très attiré par Céline. Il lui prit la main tendrement avec une légère bise sur la joue, lui souhaita également joyeuse Noël. Céline sursauta. Le Marvic, dont les lettres sculptées de beaux roses égayaient l'hiver, était bondé de monde. Plusieurs couples s'agglutinaient au bar, sirotant leur apéritif en attendant d'avoir une table libre. Heureusement que Faustin, conseillé par lui qui travaillait à mi-temps pour ses congés de Noël, avait réservé une semaine auparavant. Une petite table fut dressée dans le fond du restaurant, près de la cuisine. Faustin ne s'en plaignit pas, car eux au moins avaient une place. Au cours du dîner, Faustin lui parla longuement de lui, de son enfance, espérant toucher sa corde sensible. Céline semblait captivée par ce qu'il narrait. Un brouhaha s'élevait de presque toutes les tables et un fond sonore musical rendait ce moment romantique. Céline s'était laissée aller prendre un ou deux verres de vin. Elle était émoustillée. Au cours du dîner, Faustin lui offrit le cadeau qu'il lui avait acheté. Hésitante, Céline l'accepta. Très émue, elle l'en remercia sincèrement. Ensuite, ils marchèrent longtemps, main dans la main, avant de trouver un taxi pour la boîte de nuit. L'après-midi, Faustin se rendit chez Céline. Il sonna pendant longtemps avant qu'elle n'ouvrît, car toujours sur le coup de la fête, elle était somnolente et désirait rester seule. Elle avait du mal à quitter son lit. Elle fut surprise de le voir, quelques heures à peine s'étant écoulées, après qu'ils se furent quittés. Elle l'invita à s'asseoir. Il ne laissa pas le temps à Céline de s'enquérir des raisons de sa visite. « Comment te remets-tu » demanda-t-il avec une certaine douceur. « Oh, lentement, merci, dit-elle d'une voix éteinte et sans enthousiasme. Tu m'excuses pour ma hardiesse cette nuit, mais c'était plus fort que moi. Je me suis laissée emporter par l'ambiance, mais cela m'a amené à prendre conscience de l'intensité de l'amour qui brûle en moi. Je n'ai point dormi, je n'ai fait que revoir le film de notre soirée dans mon esprit et continue encore à revivre cette nuit. Tu devines la raison de ma présence ici, ma douce Céline, dit-il d'une voix pleine de tendresse et d'amour.
De ses belles prunelles langoureuses, Céline le regarda droit dans les yeux et ne renchérit pas. Elle ne pensa même pas lui proposer à boire. Faustin ne lui en avait pas laissé le temps. Impatient, il poursuivit. Céline, je t'en supplie, ne me fais pas souffrir, tu me tues. Nous avons eu suffisamment de moments ensemble pour que tu saches qui je suis et que tu m'acceptes. Je pense que ces derniers temps, je t'ai prouvé ma bonne foi. Céline, je ne peux et ne pourrai vivre sans toi. Je t'aime trop. Tout en parlant, il fit couler ses larmes abondamment. Céline le regarda, hésita, elle se demanda si elle était bien éveillée. Tu trouveras bien un autre qui te conviendra mieux que moi, Non, c'est toi que je veux. Sache que c'est bien toi que je veux et personne d'autre. Tu ne peux imaginer les brasiers ardents sur lesquels je brûle tout ce temps que me fait attendre ta réponse. Quel supplice! C'est inutile de commencer quoi que ce soit qui n'aboutira nulle part. Qu'en sais-tu? Je t'affirme que je ne viens pas à toi pour m'amuser, mais pour du sérieux. Je tiens à faire ma vie avec toi, répliqua-t-il entre deux sanglots. Ce sont des réalités qu'on ne peut pas prédire à l'avance. Je n'ai pas de chance en amour. Je ne puis donc risquer une nouvelle tentative qui m'amènerait à traverser un autre désert brûlant, dit-elle, en le fixant dans les yeux. Faustin fut troublé et se mit à genoux, lui prit les mains et se mit à les caresser tout en la suppliant, l'implorant avec insistance, mais elle les retira aussitôt. Aie confiance, je ne te décevrai pas, que je sois damnée si j'osais te causer du tort, si je ne suis pas sincère. Si tu as déjà eu une déception, c'est la vie, mais cela ne veut pas dire que ce sera pareil avec moi, dit-il, les larmes toujours dans les yeux. Cela ne servira à rien car c'est tout réfléchi, trancha-t-elle sur un ton ferme qui, elle le souhaitait, le découragerait. Il pleurait comme un enfant capricieux, Céline en eut mal au cœur et le souffle coupé. Elle n'en croyait pas ses yeux. Elle se demanda si une évulsion du cœur de Faustin aurait suscité une telle douleur. Accorde-moi 3 mois de réflexion, se crut-elle alors obligée de promettre. 3 mois s'exclama-t-il, comme s'il était sous l'effet d'une algie. Mais c'est une éternité pour moi, dit-il entre deux sanglots. Je serais en train de mourir à petit feu d'inquiétude. C'est à prendre ou à laisser. Je ne reviendrai pas là-dessus. Comprends qu'il y va de mon avenir et je dois mûrement réfléchir sur ce à quoi je m'engage. C'est extrêmement important. À mon avis, tu t'inquiètes inutilement, fit-il tout en essuyant ses larmes. Il lui raconta l'histoire de sa belle-sœur, la femme de l'un de ses frères, qui avait eu déception sur déception. Je comprends tout cela, mais je ne puis. Laisse-moi encore du temps que je vois clair en moi, lui répliqua-t-elle, l'air préoccupé. Il est encore trop tôt pour prendre une décision qui engagera ma vie. Pardon, pardon, fit-il avec insistance et supplication. Ne me rejette pas, s'il te plaît. Tu fais tout ceci pour faire passer le temps. De toutes les manières, je n'ai pas le choix. Je m'y soumets, se résigna-t-il. J'ose espérer que tu me témoigneras de la commisération et daigneras m'accepter. Gémit-il. Quelques minutes plus tard, il se retira, l'air abattu, pour souligner à quel point il était peiné. Malgré sa fatigue, Céline n'était pas insensible à ses propos, à l'intonation de sa voix, à ses gestes et à sa mine. Bien qu'elle voulût gagner du temps, elle se rendit compte qu'elle avait fini par ressentir plus que de l'amitié pour lui. Faustin avait tellement envahi sa vie qu'elle se surprenait à attendre ses coups de fil, à le chercher des yeux lorsqu'elle se rendait au cours. Elle était comblée quand il la rejoignit au restaurant U. Elle appréciait sa compagnie. La 3e semaine fut à peine terminée qu'elle l'appela, tard dans la nuit, juste avant de se coucher, pour lui dire qu'elle consentait à lui donner une chance et qu'elle espérait seulement qu'il saurait se montrer toujours attentionné et plein d'égards et qu'elle n'aurait pas à regretter un jour sa décision. Faustin entendit à peine ces phrases profondes de Céline, seule sa victoire lui éclatait aux yeux. Il avait fini par gagner, il la mettrait dans son lit, il était vraiment un génie, il était heureux. À peine raccrocha-t-il le combiné qui se mit à chantonner et à siffloter. Quel bonheur, quel bonheur! Il n'avait plus sommeil et trouvait la nuit trop longue. Il avait hâte de revoir Céline avant qu'elle ne revînt sur sa décision.
Le lendemain, dès la première heure, Faustin se précipita chez Céline. Dès qu'elle lui ouvrit la porte, il bondit et la prit dans ses bras, la souleva, tourbillonna et sauta de joie, tel un gamin. Il se mit à chantonner entre deux poussées exclamatives dans sa langue maternelle. Céline se débattit un peu. Pareil comportement chez un homme la surprenait. Où était donc passé l'orgueil de celui-ci, cet orgueil qui caractérise tous les hommes? Pendant 2 ou 3 semaines, Faustin ne fit aucune tentative. Il se comportait en homme désintéressé. Ce soir-là, la pluie généreuse arrosait la nature. Faustin la supplia de rester avec lui pour échanger leurs idées un moment. Il savait si bien captiver son attention avec des petites histoires intéressantes. Il lui demanda l'autorisation de l'embrasser, elle acceptant en souriant. Inconsciemment, elle eut un rapide geste de résistance dès qu'il la toucha. Il insista. Ses caresses étaient suaves. Elle s'abandonna. Leurs corps s'entrelacèrent, s'enflammèrent progressivement, s'embrasèrent. Leurs souffles se confondirent en un seul. Ils n'étaient plus qu'un seul et même être. Sublime. Faustin venait enfin de cueillir cette rose sauvage qu'il avait tant convoitée et dont le bourgeon refusait de s'ouvrir. Au fil des jours, Faustin était d'une prévenance inimaginable, lui parlait avec délicatesse et douceur, il n'élevait jamais le ton avec elle. Il la sentait encore crispée malgré son consentement. Ils se voyaient tous les jours au resto U, sans oublier ses coups de fil les soirs après les cours. Il ne s'endormait jamais sans lui avoir souhaité une bonne nuit au téléphone. Il l'attendait tous les matins pour l'embrasser avant le début de ses cours. Cela le stimulait pour la journée, prétendait-il. N'ayant jamais connu pareille situation, Céline en était fascinée. Elle trouvait cela trop beau pour être vrai et pensait vivre un rêve en couleur qu'elle souhaitait éternel. Ce furent des mois de bonheur qu'elle découvrait, sa méfiance se dissipa progressivement et au fil des jours, elle se montrait plus soumise, plus ouverte. Elle était sincère. Elle ne voyait plus les jours passer, ne faisait plus attention aux saisons. Elle, si frileuse, ne redoutait plus le froid. Elle était tout simplement heureuse. Le bonheur s'installait à sa porte. Céline ne se posait plus de questions sur leurs différentes cultures, leurs coutumes, la nationalité des enfants qu'ils engendreraient, le lieu de résidence qui leur conviendrait, bref, les rifts possibles que suscitait l'union de deux êtres de nationalités différentes. Mais de temps en temps, elle sortait de cet état onirique pour se souvenir que le bonheur est éphémère. Combien de temps encore le sien allait-il durer? Béatitude, pourquoi es-tu si précaire? Est-ce pour mieux te faire apprécier? Prends-tu de plaisir à torturer? Je voudrais te garder à jamais, mais tu demeures si volage et si insaisissable. Tel un papillon, tu voles, reviens-tu jamais au point de départ? L'année universitaire s'acheminerait vers sa destination finale. Tout en préparant ses examens, Céline réfléchissait à ses projets de vacances. Elle opta pour un séjour à Toronto. Elle ne voulait pas rater l'occasion de découvrir cette superbe ville, surtout qu'il était plus aisé et moins coûteux de s'y rendre de l'Europe que de son pays. Elle appréciait la compagnie de Faustin malgré ses crises de jalousie qu'elle préférait d'ailleurs ignorer. Elle les appelait plutôt excès d'amour. Elle désirait y aller seule. Elle avait besoin d'un temps de réflexion sur leur vie. Faustin et elle pensaient-elle. Elle était consciente du fait que des obstacles se jugeraient sur leur futur parcours, vu leur culture différente, mais elle se dit que l'amour vainc tout danger et toute difficulté. Aucun obstacle ne peut résister à un amour fort et solide. Leur amour l'était, il demeurait sur de solides fondations en roc, à tel point qu'elle ne craignait rien. Elle se rendit chez une amie. Faustin l'appelait tous les soirs pour la rassurer de son amour pour elle et pour lui dire que son vœu le plus cher était qu'ils soient unis pour la vie. Il espérait recevoir de bonnes nouvelles de son pays les concernant. Il la suppliant afin qu'elle ne reste pas longtemps à Toronto. Il avait besoin d'elle auprès de lui pour mieux apprécier les vacances et surtout préparer la nouvelle rentrée.
Céline se posait des questions. Elle ne comprenait pas l'attitude de Faustin. Elle découvrait en lui une jalousie morbide et dénudée de tout sens. Lorsque les autres étudiants la saluaient, il en faisait une histoire. Lorsqu'ils allaient prendre un rafraîchissement dans un café et qu'un client le félicitait d'avoir une ravissante compagne, Faustin répondait à peine. Et c'est dans ce surprenant tumulte qu'il l'avait tenu au courant de la lettre expédiée à sa mère, dans laquelle il lui parlait d'elle et de leur amour. Il envisageait de l'épouser le plus tôt possible. Faustin avait expliqué à Céline que dans son pays, lorsqu'un homme voulait épouser une femme, la famille de celui-ci devait consulter les devins pour savoir si cette union serait heureuse et si elle produirait des fruits, et si la femme porterait chance à son époux. Et cela était capital. L'on ne s'engageait jamais à l'aveuglette, c'était la coutume. Céline n'en fut pas surprise, car c'était chose courante chez elle également. Parfois, certains sages vous prédisent l'issue heureuse ou malheureuse d'un mariage selon la forme des pieds de la future épouse, de la nuque ou l'allure de sa démarche, etc. Faustin était l'homme avec qui elle vivrait et finirait sa vie. Elle en était convaincue. Céline ne s'était pas préoccupée de la réponse qu'enverrait la mère de Faustin. Elle l'oublia même. Elle ne s'inquiétait guère, car ne voyant nullement ce que cette dernière pourrait trouver de négatif. Conditionnée par l'éducation très stricte qu'elle avait reçue, Céline n'envisageait jamais un mauvais acte qui nuirait à son partenaire ou à leur couple. Elle tenait aussi à échigner son esprit de tout souci qui pourrait perturber ses études. Synchroniquement, Faustin fouissait sa tête. Quel stratagème approprié à la nouvelle situation, celle de sa vie de couple avec Céline. Après avoir annoncé à Céline qu'il avait expédié une lettre les concernant à sa mère, il déclencha son système diabolique. Il était conscient qu'il aurait à faire face à un dilemme. Il opta pour une solution dans laquelle lui, Faustin, serait un martyr, et Céline en viendrait à avoir de la compassion pour lui. Il devait tellement bien orchestrer son affaire que Céline n'y verrait que du feu. Elle ne le soupçonnerait nullement. Des jours et des nuits durant, Faustin se concentra sur ce problème. Ce soir, une idée avait germé en lui. Il allait la mettre en pépinière un certain temps afin d'obtenir un fruit superbe, exempt de toute tâche. Ces crises de jalousie n'étaient qu'une étape de ces micmacs, de cette culture à laquelle il s'adonnait intérieurement. Il se délectait car il avait fini par découvrir que Céline, malgré son comportement de personne avertie, était facile à duper et d'une naïveté incroyable. Il n'aurait aucune difficulté à lui faire avaler n'importe quoi. Il se souvenait du jour où elle l'avait surpris avec une étudiante. Elle avait tout de suite cru à tous les boniments qui lui avaient servi et tout était alors promptement rentré dans l'ordre. Puis il eut la fois où Céline arriva chez lui en colère, lui apprit que sa camarade Anaïs lui avait soufflé qu'il était déjà marié et qu'il ne faisait que se servir d'elle et l'avait supplié d'être prudente. Il se mit à rire aux éclats et dit « Quoi ? Oh, vous les femmes, quand vous pouvez être mauvaises et dangereuses, eh bien, je t'apprends que ta copine Anaïs me fait une cour assidue depuis un certain temps, mais ne m'occupe pas d'elle. Je lui ai dit que ce n'était pas possible, car c'est très sérieux entre nous deux. Alors, je ne suis nullement surpris. Tu peux vérifier mes propos en allant le lui demander. Je suis prêt pour une confrontation, fit-il d'un ton si convaincant que Céline demeura stupéfaite. Évidemment, elle le crut. De temps en temps, Faustin prétendait être anxieux du fait que sa mère tardait à répondre. Que se passe-t-il chez lui ? Tout ce temps, plus de 3 mois sans nouvelles, cela lui était pénible. Cet air tarabiscoté n'impressionnait nullement Céline. Elle n'avait rien à se reprocher. Elle se savait être une personne positive. Elle était plutôt omnibulée par ses études. L'obtention de son diplôme serait déterminant pour son avenir. La deuxième année, avec la routine quotidienne des cours, se déroulait sans embûche ni tumulte. Céline continuait d'apprécier la présence de Faustin. Un frais matin de mars, souffrante, elle ne put se rendre au cours. Il téléphona le soir, la voix toute tremblante, pleurant à chaudes larmes.